Bertrand Malevaux, bonjour. Quel est ce sabre qui est juste à côté de vous? Eh bien, c'est un sabre de luxe de la période du Consulat et du Premier Empire. On va commencer par regarder l'objet tel qu'il est, et après on essaiera de voir s'il peut être attribué, quelles sont ses caractéristiques. C'est un sabre de luxe de la manufacture impériale de Versailles. Le directeur artis, c'est son titre, s'appelle Nicolas Boutet. C'est le grand fourbisseur d'armes de luxe du Consulat et de l'Empire. Il a laissé un nom très important dans le domaine des armes de qualité. Il fournira tous les grands de l'Empire en armes prestigieuses, avec des matériaux, comme on va le voir, luxueux. Il va aussi diriger une manufacture d'armes qui va équiper toute la garde impériale du Premier Empire, mais aussi l'armée de la ligne. Donc il peut faire des très bonnes armes de troupes, comme il est capable de faire le summum de l'arme de luxe, aussi bien arme blanche qu'arme à feu. Aujourd'hui, on a un sabre qui est entièrement en vermeil, avec un fourreau en bois, recouvert de galuchas, de peaux de roussette. La couture est faite par une broderie de cantilles. La poignée est à plaquettes de bois, recouverte de nacre. Il est signé à l'arrière de la chape, manufacture impériale de Versailles, Boutet et Fils. Ce sabre est d'un style particulier, on l'appelle le style à la Marengo. C'était une monture à la turque, inspirée de la campagne d'Égypte, avec cette caractéristique d'avoir ce double quillon inversé, relié soit par une branche de garde, mais c'est assez rare, et plutôt par des chaînettes à l'époque. Bonaparte, en revenant de la campagne d'Égypte, va influer sur le style artistique français avec toute cette mode d'égyptomanie. Ça va aussi influencer le style des armes. Alors, ce style de sabre, il va en commander un certain nombre à la manufacture de Versailles et il va les offrir à ses généraux ou maréchaux les plus prestigieux. Il y aura par exemple le maréchal Ney, il y aura Murat, il y aura aussi des ministres comme le ministre Fouché, le général Moreau. Mais ce sabre-là a une caractéristique particulière. Ils ont tous quelques variantes. Alors, la symbolique, c'est la symbolique qui est tirée de la mythologie. Le lion de Némée, des chiens mangeant des serpents, des têtes de Minerve. Donc on est dans la mythologie guerrière pour montrer le pouvoir et la force militaire. Dans ces différents sabres, il peut y avoir des variantes. Mais ce sabre a une caractéristique déjà, quand on l'observe, c'est qu'il a une poignée en nacre, en plaquettes de nacre. C'est assez rare parce que c'est fragile, c'est pas tellement martial. Souvent, on utilise plutôt de l'ébène quadrillé, sculpté en forme d'écaille ou en forme de croisillon. Donc déjà, ça interpelle. Lorsque l'on regarde la lame, alors on le verra peut-être en gros plan par la suite, mais c'est une lame qui est entièrement d'amas, richement décorée sur son premier tiers, gravée à l'acide, polie sur les parties saillantes et avec des fonds soit matis, soit en or. Les décors, ce sont des scènes de bataille avec un général en chef, des trophées, de fleurs et militaires. Elle est signée de la manufacture de Kligenthal, c'est une manufacture prestigieuse avec qui Boutet travaille. Et sur chaque face, la lame est entièrement d'amas, et dans le damas, il y a une inscription sur chaque face. Sur la première face, il y a marqué N. Bonaparte, et sur l'autre face, premier consul. Lorsque ce sabre a été restauré parce qu'il y avait des accidents sur les plaquettes, donc on a dû le démonter pour refixer les plaquettes pour être sûr de ne pas les perdre, on a pu voir sur la soie de la lame. Alors la soie de la lame, c'est la partie de la lame qui est cachée sous la monture, qui fait la hauteur de la monture, qui dépasse légèrement dans le haut,
et qui permet de river et d'assembler l'ensemble du sabre. Sur cette soie, il y a le marquage du forgeron, Isch, qui a forgé cette lame entre 1802 et 1803, ce qui permet de dater ce sabre de façon très précise. Alors, on voit que c'est un sabre qui sort de l'ordinaire, et il y a évidemment une provenance familiale, et on sait que ce sabre provient de la famille du maréchal Grouchy. Le maréchal Grouchy, c'est un noble qui va s'engager à l'âge de 13 ans dans les armées de l'ancienne monarchie. Il va adopter les idées de la Révolution, il va rentrer aux côtés de Bonaparte dans les armées du consulat et de l'Empire. Il se trouve que lorsque Bonaparte va organiser le coup d'État du 18 Brumaire, Grouchy est alors très proche d'un général qui est le général Moreau. Bonaparte va approcher le général Moreau pour négocier, préparer le coup d'État. Et le général Moreau va rester relativement sourd aux demandes de Bonaparte. Il ne va pas aller à son encontre, mais il ne va pas non plus l'assister. Du coup, Grouchy, qui est un proche de Moreau, va rester dans toute la première partie de l'Empire, on va dire, un petit peu en retrait. Napoléon, une fois qu'il sera empereur à partir de 1815, va privilégier les proches de la première heure et se méfier un peu, si on peut parler comme ça, de Grouchy. Mais Grouchy aura quand même une carrière, il ira sur tous les grands champs de bataille, en Espagne, il sera gouverneur de Madrid, il ira en Allemagne, il fera la campagne de Russie, et il aura toujours une fidélité à l'empereur indéfectible. Lorsque l'empereur connaît son premier exil à l'île d'Elbe en 1814, et lorsqu'il va revenir en France, Grouchy va être un des premiers à rejoindre l'empereur et à faire un certain nombre d'actions en faveur du retour de l'empereur sur le trône. Suite à ce témoignage de fidélité, l'empereur va le nommer maréchal de France. Et ce n'est pas un vain mot que d'être maréchal de France, surtout au retour de son exil, ce sera la période qui est dite des 100 jours, parce qu'en fait, Grouchy sera le seul maréchal de France et le dernier du Premier Empire à être promu par Napoléon. Ce sabre a été offert par Napoléon au maréchal Grouchy lorsqu'il a eu son bâton de maréchal. Alors, pourquoi ? Eh bien, on sait que c'est un sabre qui a appartenu à Bonaparte. On a vu avec la soie qu'il a été fabriqué en 1802-1803, et donc le maréchal Grouchy, c'est 1814. Donc ce sabre, qu'est-il devenu entre 1802-1803 et 1814 ? Eh bien, on peut retracer, on peut reconstituer son histoire, parce que l'on sait que c'est un achat du futur empereur, de Bonaparte, à la manufacture de Klingenthal, enfin, la lame est de Klingenthal à la manufacture de Versailles, et que cette lame de la manufacture de Klingenthal avait été forgée à son nom et à son titre de premier consul. Il existe en fait deux sabres strictement identiques que Bonaparte a obtenus à cette époque-là et qu'il a gardés tout le long, pratiquement, de son règne sous le Premier Empire. On connaît l'histoire de ce sabre, il l'obtient à la veille du consulat, il le garde tout l'Empire en 1814, il le donne au maréchal Grouchy, d'où l'importance qu'il a accordée à ce sabre. Et le deuxième exemplaire, eh bien, le deuxième exemplaire est identique. Et il a une histoire lui aussi assez incroyable. Bonaparte garde ces deux sabres dans ses cassettes personnelles, si on peut dire. Il devient empereur. Il est déchu en 1814. Et à cette époque-là, la coalition va l'exiler à l'île d'Elbe. Pour ce faire, il va partir avec l'impératrice en carrosse jusque dans le sud de la France pour prendre un bateau pour l'île d'Elbe. Il va être accompagné des émissaires des différentes nations qui ont gagné contre lui. Et la Russie envoie un officier bien particulier, qui est le comte Chouvalov, pour assurer la sécurité de l'empereur. Contrairement à ce qu'on peut imaginer dans ces périodes perturbées, de changement de régime,
la population est parfois changeante. Et lorsque le convoi traverse la ville d'Avignon, la population reconnaît l'empereur, crie « À mort le tyran », « À bas le voleur » et encercle le carrosse, et l'opération devient délicate. Les gardes français qui sont attachés à cette sécurité ont visiblement une attitude peu vindicative par rapport à la foule, et c'est l'officier russe qui va sauver l'empereur, reprendre le commandement, écarter la foule, emmener l'empereur hors de la ville et d'une certaine manière le sauver. Pour le remercier, l'empereur lui offre le 2e exemplaire de ce sabre. L'histoire ne s'arrête pas là, parce que le comte Jouhov, bien sûr, a un cadeau extraordinaire. Pour lui, c'était impératif de suivre à la lettre les ordres, les prescriptions du tsar qui étaient de protéger l'empereur. Il rentre en Russie, il vit dans la banlieue de Saint-Pétersbourg, dans un château, et en 1912, la famille, les successeurs, vont prêter ce sabre, le sabre qui sera appelé d'ailleurs l'épée de Napoléon en Russie, à une exposition qui aura lieu consacrée à la campagne de Russie. Le sabre est exposé, il revient dans la famille, et lors de la révolution de 1917, l'armée rouge va envahir le château des Chouvalov en 1918, va s'emparer du sabre, et comble, ils vont se battre avec ce sabre. Ce sabre, dans les combats, va perdre le quillon arrière. Il va être conservé, mis au musée d'État historique, et aujourd'hui, il est au musée de Saint-Pétersbourg, au musée de l'Ermitage, où il est conservé dans cet état-là avec toute l'histoire qui y est attachée. Donc nous avons 2 sabres ayant appartenu à Napoléon durant tout l'Empire et qui ont tous les 2 connu un destin différent en 1814. Ils ont servi de présent pour récompenser 2 personnages fidèles à l'empereur, dont un ennemi. Donc, si je comprends bien, ce sabre était dans les mains de l'empereur jusqu'à ce qu'il le donne à Grouchy. Jusqu'en 1814, oui. Est-ce que l'on sait pourquoi l'empereur a gardé 2 exemplaires de ce sabre? On peut imaginer qu'il avait gardé ces 2 sabres parce qu'il estimait que c'était des sabres extrêmement importants par rapport à la bataille de Marago, par rapport au style, par rapport au fait que ce style de sabre était un modèle qui équipait ses plus grands maréchaux, ses plus grands généraux. Mais il avait gardé ces 2 sabres parce qu'il y avait une variante par rapport aux autres exemplaires connus, qui sont ces plaquettes de nacre, qui ne font finalement pas très militaires, mais qui sont extrêmement esthétiques, qui sont de grande qualité. Et l'empereur garde un certain nombre d'objets pour aussi en faire éventuellement des cadeaux, pour les offrir en remerciement. Mais on peut considérer qu'il y tenait particulièrement, car il a conservé ses armes plus de 10 ans, tout le long de son règne. Bertrand Malevaux, merci beaucoup. Merci.